les libellules ne vivent pas longtemps et les tortues vivent beaucoup plus longtemps? Ok, Florentin, c'est une super question. Wow, ok. On parle de temps, non? Le temps long temps et court temps. Mais je crois que les libellules ont des montres spéciales qui et le temps sur son montre n'est pas exactement comme le temps sur nos montres. Tu comprends? Les montres montrent le temps différemment. Et pour nous, ça pourrait sembler que le temps pour les libellules est très court, mais en fait, les libellules ont dans un espace et tout est normal, tout se passe si long comme pour nous. Tu comprends? Ça veut dire que c'est seulement de la perspective humaine que les libellules vivent court, mais en fait, c'est normal. Ils peuvent être tout. Ils viennent de l'école des libellules, ils font les... Oui, ils jouent ensemble avec les enfants, et après cela, oui, il ou elle, c'est une libellule. Les libellules aussi fait la famille avec les enfants. Il y a aussi beaucoup de soucis des libellules avec la famille, tu sais. Elles ne volent pas très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Elles volent au plus tard, elles reviennent plus tôt, plus tard, choses comme ça, mais la problématique aux familles des libellules, c'est parfois très sérieux. Il y a aussi des grands-parents, et les grands-parents aussi préparent des choses spéciales pour les enfants, et il y a aussi petits-enfants. Tu comprends? Tout se passe comme pour nous, mais seulement la perception du temps est différente. Et c'est le même pour le tortue, je crois. Tu vois, tu penses que le tortue est trop long, mais en fait, elle court. C'est comme ça, c'est mon réponse. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on peut répondre à toutes les questions. Donc, si d'autres enfants auraient des questions. Petite? Non. Ah, oui, il y a une question. Vous pouvez venir. Oui, maman peut venir aussi. Hein. Maman va venir soutenir.
Ou on peut poser la question de là-bas, hein, s'il y a besoin. Ou d'ailleurs. La question de Théo, c'est pourquoi vous vous habillez comme ça? Pourquoi nous nous habillons comme ça? Théo demande. Sœur Humanité va nous répondre. Pourquoi tu t'habilles comme ça, Sœur Humanité? Parce que j'aime ça. Mets le micro, s'il te plaît. Est-ce que t'aimes bien comme on est habillé? Tu trouves ça cool? Toi aussi, t'aimerais t'habiller comme ça? Ah bah voilà, tu vois, c'est pour ça. Non mais, et puis c'est parce que tu vois, comme ça, comme par exemple, là tu vois, on est dans une grande retraite, il y a 200 personnes, et des fois, c'est difficile de se reconnaître. Alors au moins, tu vois, si on est tous habillés pareil, même s'il y en a un qui est ici et l'autre qui est très loin, on se reconnaît tout de suite. On n'a pas de cheveux, on a la même robe, tu vois, c'est plus facile comme ça. T'es d'accord? Voilà. Et puis aussi, c'est pour vous aider à nous reconnaître aussi. Tu vois, si tu vois, on est habillé comme ça, on a des robes, on n'a pas de cheveux, tu sais que si jamais tu viens nous voir, on sera prêt à t'aider, à jouer avec toi, à te parler, à t'écouter. C'est en fait, tous ceux qui sont habillés comme ça veut dire que c'est tes amis. Donc, voilà. Comme ça, si un jour tu cherches un ami ou tu cherches une amie, tu as juste besoin de trouver quelqu'un qui est habillé comme ça, qui n'a pas de cheveux. Et puis, tu peux dire « Hé, salut ma meilleure amie !» Et puis nous, tout de suite, on va te reconnaître. Tu trouves que c'est sympa? Ouais. Et puis d'ailleurs, si tu viens au village des Pruniers, tu verras qu'on n'est pas juste 9 comme ça, mais 200. Et tout le monde est habillé comme ça. Et d'ailleurs, si tu vas au Vietnam, tu verras même des petits enfants comme toi, ils ont déjà une robe, et puis pas de cheveux, sauf que pour les petits, pour que ça soit mignon, on leur rase toute la tête, mais au milieu de la tête, ils gardent une touffe de cheveux. Et si tu vois au Vietnam, tu les verras tous là-bas, ils sont très très mignons. Et aussi très gentils. Et là, tu peux vraiment jouer avec eux. Et puis aussi, c'est parce que tu sais, comme on est habillé comme ça, de loin, comme on est grand et puis vertical, ça ressemble un peu à un arbre. T'es d'accord? Est-ce que tu nous as déjà confondus avec un arbre de très loin? Pas encore? Peut-être que ça va t'arriver, hein, surtout si on est debout sur l'herbe, plein d'arbres, et un frère ou une sœur, on ne reconnaît pas très bien le frère des arbres. Oui. Et en fait, c'est aussi pour montrer qu'on ne veut pas seulement être les amis des enfants et des humains, mais aussi être les humains de tous les arbres et de toute la nature. Parce que maintenant, tu vois, des fois, il y a des humains, parce qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils font, alors des fois, ils coupent les arbres, ou ils vont chasser les animaux. Mais nous, on veut être des êtres humains qui sont très amis des arbres et des animaux. Et c'est pour ça qu'on s'habille comme ça en marron. Si on va dans la forêt ou dans la nature, les arbres et les animaux, des fois, ils nous confondent aussi avec des arbres. Et du coup, surtout en été, des fois, on a plein de chenilles qui font l'escalade sur nous parce qu'elles pensaient qu'on était un arbre. Tu vois, on est tout marron et tout grand. On a une chenille d'ici, une chenille derrière, une fourmi ici. Enfin, vraiment comme si on était un arbre, tu vois. Donc c'est aussi pour dire à tous les petits insectes et les animaux et les plantes, on est aussi vos amis. Et c'est aussi pour montrer aux humains et à la nature qu'on est à la fois un humain et un arbre. Parce que notre rêve, c'est que toute la nature et tous les humains vivent en harmonie. Et on veut que tous les humains protègent la nature. Parce que tu vois, maintenant, toi, tu es un petit enfant, et quand tu vas grandir, que la terre-mère et les animaux puissent survivre ou non, ça dépend de toi. Parce que tu sais, la génération de tes parents, bon, ils n'ont pas fait exprès, mais ils ont fait plein de bêtises. Ouais, ils ont coupé les arbres, ils ont construit des avions, ils ont
mis des voitures avec plein d'essence et des choses comme ça. Et alors de jour en jour, la nature et la terre, elles s'épuisent de plus en plus. Et alors elle a vraiment besoin de petits enfants, de petits humains qui vont vivre différemment pour sauver la terre. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'encourager les autres à faire. Tu vois, on a des robes, on ressemble à des arbres, on vit simplement, on n'a pas de grosses voitures, pas de grosses maisons. On essaye de montrer aux humains et à la terre que c'est possible de vivre ensemble et en harmonie et pour longtemps. Voilà, c'est pour ça. Et puis c'est pour ça, tu vois, hier par exemple, j'ai réussi à monter dans la forteresse des grands au-dessus d'un mur parce qu'ils ne m'ont pas vu arriver. Ils pensaient que j'étais un arbre. Voilà, merci. Merci Théo. Merci Sœur Humanité. Est-ce qu'on aurait une dernière question des enfants? Je sens qu'il y a des questions, mais peut-être un petit peu timides. Vous pouvez les poser d'ici, il n'y a pas de souci. Vous trouvez quelqu'un qui va le dire pour vous. T'avais une question? Non? Et toi? Pas de question du tout? Ah. Hier, avant-hier, ma fille qui est dans la forteresse, à qui j'avais proposé de venir poser sa question, mais elle a préféré la forteresse, m'a demandé qu'est-ce que j'étais avant de naître. Ah, oh, ça c'est une très bonne question. Merci. Et comment elle s'appelle? Zia. Zia. Donc Zia a posé la question, qu'est-ce que j'étais avant de naître? Waouh. Ça c'est une vraie question. On n'a pas encore entendu sur Yagnim. Oui, sur Yagnim. Alors, petite Zia, tu n'es pas là, mais maman va... Maman va pouvoir te transmettre le message. Je rejoins le message de mes deux frères, sœurs, deux frères et ma sœur. On est aussi des arbres. Mais avant, rappelle-toi, on était près du cœur de maman. On dormait dans un silence tout doux. C'était doux, c'était chaud, c'était calme. On était aussi le résultat de l'amour de papa et de maman. Un jour, ils se sont aimés très très fort. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deux petites cellules se sont rencontrées. Elles se sont rencontrées dans un grand silence et dans un grand élan d'amour. Et alors, tu as commencé ta vie sur cette terre. Toute pitchounette, vraiment minuscule. Et tu as su pouvoir profiter de cet abri merveilleux de maman. Et de porter en même temps dans chacune de tes cellules et papa et maman dans un état d'amour. C'est-à-dire, même si papa et maman se séparent, ça n'a pas d'importance. Papa et maman sont à l'intérieur de toi, dans chaque cellule, et en plus, ils s'aiment. Donc ça, c'est trop bien quand même, quand on regarde en profondeur. Et pendant un moment, long moment, on est resté, on entendait Tumta, Tumta, Tumta. C'était le cœur de maman. Et puis on entendait... Maman nous apprenait déjà à retourner à notre respiration. Et on a grandi comme ça, puis un jour on est apparu à l'extérieur et on est devenu un petit enfant. Mais on était déjà papa, on était déjà maman. À l'intérieur de chaque cellule, ils sont toujours là, toujours présents. Et c'est eux que nous transportons à travers notre vie. Et papa et maman, ils ont fait pareil. Ils avaient grand-père et grand-mère. Pour avoir un corps, il fallait un grand-père et une grand-mère.
Et c'est comme ça, loin, 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 loin. Alors, d'où on vient? On vient de très, très loin, de tous nos ancêtres. Ils sont là, ils sont à l'intérieur de nous. Et quelquefois, on se met en colère. Et si on se souvient bien, peut-être c'est grand-père qui se mettait en colère. Alors on peut dire « Bonjour grand-père ». Ah, ça va mieux tout de suite. Hein. Et puis on prépare les gâteaux. Hier, vous avez fait des gâteaux, vous avez fait des crêpes, vous avez fait des choses comme ça. Mais vous les avez fait avec les mains de maman, peut-être de papa, de grand-mère, d'arrière-grand-mère, grand-père. Vous comprenez? On vient de très très loin. Et on apporte la beauté de notre famille sur cette terre pour l'aider à se transformer. C'est suffisant comme réponse? C'est bon? Merci. Apparemment, on a une dernière question finalement. Est-ce que tu veux venir sur la chaîne? Non. Alors tu peux la poser d'ici. Paloma voudrait savoir pourquoi il n'y a plus de Bouddha. Pourquoi il n'y a plus de Bouddha? Il était où le Bouddha avant? Parce que s'il n'y a plus de Bouddha, c'est-à-dire qu'il y en avait un avant. Peut-être au village des Bruyers, tu as vu des Bouddhas, non, c'est ça? Même pas. Alors, comme je n'ai pas répondu, je vais essayer de répondre. Alors, nous avons en fait un Bouddha qui est juste là. Un petit Bouddha. Mais c'est vrai que notre maître, Thaï, nous encourageait finalement à ne pas trop s'attarder sur les représentations du Bouddha, les statues. Et il nous a encouragé à avoir des hôtels même où est-ce qu'il n'y avait pas de Bouddha du tout. Mais bon, on aime bien quand même avoir des Bouddhas. Parfois c'est sympathique aussi d'avoir des petites statues. Surtout que le Bouddha, il est paisible quand il est assis. Est-ce qu'elle aime bien les statues de Bouddha? Oui. Hein. Et pourquoi tu aimes bien les statues de Bouddha? Je sais pas. C'est peut-être comme moi en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui est paisible. C'est ça? Ouais. Et ben tu sais que notre maître, Thich Nhat Hanh, la première fois qu'il a voulu devenir moine, c'est parce qu'il avait vu une statue de Bouddha, justement, dans un magazine. Et il avait été, on va dire en français, bluffé. En bon français. Et il s'est dit, je veux devenir comme lui. Et c'est là où est-ce que ça graine, justement, de vouloir devenir quelqu'un de paisible, de libéré, a été vraiment arrosé et a vraiment commencé à grandir à ce moment-là. Et toi, tu as de la chance, hein, tu commences vraiment très tôt. Ça va? C'est bien? Magnifique. Je vois en plus que tu te reposes sur ta maman qui s'assoit comme un Bouddha. T'as de la chance, hein? Ok. Merci beaucoup les enfants. Alors on va vous demander de vous lever, pour ceux qui restent. Voilà, vous pouvez remercier tous les grands qui sont là, avec le son de la cloche. On va vous aider avec le petit son de cloche. Peut-être que les mamans ils vont les aider, peut-être. Il y a un conseil de maman là.
Voilà, donc on peut se remercier. Merci. Merci les enfants. Amusez-vous bien. Alors maintenant, on est entre un peu plus grand. Mais j'ai entendu dire qu'on avait une famille Wake Up. Ah, Donc je voulais voir s'il y avait des... Est-ce que tu peux... Est-ce qu'on pourrait te trouver une chaise pour t'asseoir en attendant? Ah oui, si tu veux. C'était juste pour donner l'occasion d'abord à nos amis de la famille Wake Up s'ils avaient des questions en premier. Ne vous sentez pas intimidé? Enfin, si vous vous sentez intimidé, c'est ok aussi. Hein. Ouais. On va écouter un son de cloche et après tu pourras poser ta question. Merci. Ma question est au sujet de ma compagne. Elle est venue avec moi à la retraite francophone. Donc elle découvre la pratique, c'était pour elle la première fois. Et actuellement, elle est en burn-out. Et j'ai du mal à la soutenir. Même avec la pratique, c'est vrai que là, on est juste elle et moi. Et quand il s'agit d'un ami, c'est plus facile. Et là, on est vraiment... elle connaît les tenants et les aboutissants, moi aussi, donc on a vraiment notre esprit rationnel qui sait pourquoi est-ce qu'elle en est là, quels ont été les rouages qui a amené cette première dépression et puis cet épuisement professionnel. Mais en termes de présent, j'essaie des fois d'être, de ralentir, d'être vraiment bienveillant avec elle, mais j'ai le sentiment que c'est insuffisant, donc j'aimerais vos lumières. Chers amis, c'est quoi? Cher Benoît. Je vais commencer à répondre, mais peut-être que les frères et sœurs ont autre chose à partager. Merci beaucoup pour ta question, d'ouvrir ton cœur et de montrer cette vulnérabilité et d'accepter aussi, déjà, voilà, on a des limites et que parfois c'est trop pour nous. Donc ça c'est beau d'être capable de le verbaliser et d'accompagner aussi peut-être les émotions qui peuvent venir avec, de culpabilité peut-être, d'espérer de pouvoir faire plus que ça. Donc je compatis parce que moi aussi j'ai mes limites.
Donc t'es pas tout seul. Et en vivant en communauté, je me rends compte à quel point, surtout quand je touche mes limites, j'ai la chance, en fait, d'avoir une communauté qui va être là pour me soutenir. Il y a des moments où est-ce que quand c'est trop pour moi, je peux juste m'en remettre à plus grand que moi, et plus grand que moi vraiment localement, donc c'est vraiment la communauté. Donc dans ces cas-là, je ne réfléchis plus, je suis juste le programme qui a été décidé tous ensemble. Et dans ces cas-là, ça m'aide beaucoup, personnellement. Parce que nous aussi, en tant que monastique, parfois, il y a des moments où est-ce que c'est juste trop. Et en général, quand on a un groupe comme ça, il y a toujours un moment où est-ce que pour d'autres personnes, ça sera encore possible, en fait, d'être là, même si c'est parfois simplement leur présence silencieuse, hein, qui va nous aider. Comme pendant cette retraite, ce qu'on est en train d'expérimenter dans cette retraite, ou est-ce que simplement le fait de pratiquer tous ensemble nous soutient, et nous les premiers en tant que monastique. Donc voilà, ça serait plutôt la piste et comment je pratique moi quand je sens que je touche mes limites, à la fois pour aider quelqu'un ou même moi-même quand je sens que je suis à la limite aussi du burn-out. J'avais un exemple comme ça que j'ai déjà partagé la semaine dernière, mais c'est pas grave. Où est-ce que j'étais le mentor de quelqu'un pendant une retraite des pluies. Et à un moment donné, il traversait des émotions tellement fortes et il projetait tellement sur moi une certaine autorité, en fait, que j'ai bien vu que ça me dépassait complètement. Parce que chez moi, ça a aussi touché une certaine vulnérabilité, des souvenirs et des peurs très profondes, qui fait que en fait, je ne me sentais plus du tout la capacité en fait, de pouvoir le soutenir. Ça me dépassait en fait. Je voyais bien que je commençais à vraiment le surveiller du coin de l'œil en fait. Et là, et dans la communauté, on vit 24 heures sur 24, hein, c'est un petit peu comme à la maison. Et donc du coup, dès qu'il était dans le coin, dès que j'arrivais dans une pièce, j'avais un radar pour lui, quoi, clairement. Donc là, quand je sais que c'est déjà comme ça, je sais que là, j'atteins déjà ma limite et que c'est pas très sain, en fait. Il y a des chances que je commence à avoir des histoires par rapport à lui qui commencent à se créer dans ma tête. Donc tout ça, c'est des signes. J'ai appris à reconnaître ces signes pour me dire, oula, cette personne, en fait, prend beaucoup trop de place dans mon esprit. C'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour moi. Donc il faut que je m'en remette à plus grand à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai osé dire à ma communauté que là, ça me dépasse en fait. Et que je ne vais pas avoir la capacité de pouvoir continuer vraiment à soutenir ce retraitant. Et donc je l'ai amené, et heureusement on a plusieurs moments tous ensemble entre monastiques. Et j'ai amené ça à une de ces réunions. Et tous ensemble, ils ont été très compatissants, ils ont compris, et on a trouvé comment me soutenir et comment le soutenir aussi. Donc, et en l'occurrence, c'était en changeant pour lui, c'était de changer de groupe de mentors. Et aussi à réfléchir si on avait la capacité simplement de pouvoir le soutenir sur le reste de la retraite. Parce que c'était malheureusement pas qu'avec moi qu'il y avait des
difficultés comme ça, en fait, par rapport à lui. Et ça a vraiment permis, une fois que tout le monde était au courant, voilà, de vraiment, ok, est-ce qu'on a la capacité de prendre soin en tant que groupe? Et oui, en fait, on avait la capacité. Mais là, il fallait vraiment faire appel à quelque chose de plus grand que nous, parce que effectivement, ça devenait un petit peu trop, justement. Donc, mon encouragement, ce serait de voir quelles sont les ressources autour de toi, comme justement les sanghas locales, ça peut vraiment aider. S'il n'y en a pas, on crée une. Il y a aussi des sanghas en ligne aussi, hein, qui peuvent vraiment aider. Et voir d'autres groupes de personnes qui peuvent aussi te permettre à toi et à elle d'avoir un petit peu de temps, un peu, pour vous ressourcer aussi. Et comme ça avoir un temps plus de qualité quand vous êtes ensemble aussi, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Merci beaucoup pour ton éclairage, Taïfapli. C'est très beau. Je te remercie. De vous faire voir aussi qu'on a des limites. Nous sommes complètement humains, pas IA à tout. Oui, je pense à toi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que tu disais, la réponse de Taïfapli. Une chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est l'impermanence. C'est-à-dire, il y avait un moment où tout allait bien, et puis un moment où ça ne va pas très bien, mais ça va revenir. Et pas perdre ça de vue. C'est-à-dire, c'est comme une fleur, la bien-aimée comme une fleur. Voilà. Et il y a des moments où les fleurs se ferment, parce qu'il fait un petit peu sombre autour d'elle, parce que tu n'es pas autre chose que le soleil. Mais pour elle, dans son intériorité, elle est comme une fleur, elle se ferme un peu comme ça. Ce dont elle a besoin, c'est juste accepter qu'elle soit comme ça maintenant. Ne pas attendre qu'elle redevienne celle qu'elle était, parce que ce qu'elle traverse à tes côtés parce que tu l'aimes, et grâce à ton amour, elle va pouvoir faire face à cette souffrance. Elle va pouvoir, même si ça te paraît long, hein, ça paraît long, hein. Alors, ça fait rien. Juste développer la patience. La patience, c'est la première qualité du Bouddha. La compréhension. Voilà d'où vient la souffrance de ma bien-aimée. Pour le moment, elle est comme une fleur un petit peu recroquevillée sur elle-même. Et j'ai confiance dans la capacité de la plante de reprendre des forces et de s'épanouir à nouveau. J'ai ça dans ma tête. Je ne dis pas ça va durer toujours. J'ai vraiment ça dans ma tête, c'est l'impermanence. Et c'est merveilleux l'impermanence. Parce que la fleur qui va sortir après cette dépression, elle sera encore plus belle. Elle aura fait l'expérience de quelque chose de douloureux. Tous les deux, vous aurez fait cette expérience et vous aurez traversé cette difficulté ensemble. Et ça deviendra un miracle, c'est-à-dire quand les personnes viendront près de vous, des personnes qui souffrent pour des mêmes choses, vous pourrez leur expliquer et vous allez pouvoir les aider. Tal nous a dit un jour, je n'enverrai pas mes enfants dans un endroit où il n'y a pas de souffrance. C'est dur, hein? Parce qu'il n'y aurait pas de compassion, ils n'éprouveraient pas de compassion. Voilà. Mais tu peux venir nous rendre visite, hein? Avec elle ou sans elle, pour reprendre des forces. À la maison de l'inspiré, comme Ok. Merci beaucoup pour avoir ouvert ton cœur comme ça. Et embrasse-la tendrement de notre part.
poser, s'il y avait quelqu'un d'autre du groupe Wake Up qui voulait poser une question, et après on pourra accueillir les questions, les autres questions. Non? Plus de Wake Up. Ah si. Vous pourrez continuer à poser des questions aussi après. Hein. Moi, c'est Charlotte, et je voulais juste savoir s'il y a des moines et des moniales de pleine conscience qui pratiquent pas en communauté, mais voilà, qu'ils ont le droit de garder leur statut de moine et qui sont je sais pas, dans un refuge ou tout seul. Ou si la communauté fait vraiment partie de la pratique. Charlotte. Je peux dire oui, peut-être. Tu sais, on peut dire moine, un bon pratiquant, normalement, quand on pense en moine, on pense en bon pratiquant. En fait, dans les autres religions, dans les autres traditions bouddhistes, il y a des moines qui pratiquent seuls. Et peut-être il ne dit pas exactement pleine conscience ou mindfulness, mais on pratique ça. Je crois que Thai a traduit Smriti comme ça, mais tous les moines en fait pratiquent pleine conscience du corps, de les émotions, d'esprit. Et tu sais, je vois aussi tous les gens qui... En fait, c'est une restriction de penser seulement aux moines qui peuvent vivre comme moines. Je peux te voir aussi comme une moniale qui vivre avec les habits laïques, comme une moniale. On dit moniale, non? Tu sais, quand je parle avec quelqu'un, j'essaie de ne penser pas que c'est une amie laïque et je suis un moine. En fait, il y a une forme, mais en fait, tu peux avoir une illumination profonde, plus profonde que moi, tu comprends? C'est seulement la forme, mais tu peux avoir une vie beaucoup plus secrète que la vie que j'ai. Et ça fait tout plus intéressant. Parfois, la plante là est aussi en moine. Et on peut s'ouvrir de voir la possibilité d'avoir une vie secrète dans tout. Et oui, c'est
je peux dire, nous sommes habillés avec les robes, et on fait les règles, on a des préceptes des moines parce que nous trouvons que c'est notre chemin d'aller plus profondément, mais comment on dit, boulanger, peut-être en faisant des éclairs au chocolat, il peut mettre beaucoup d'amour dedans, beaucoup d'amour, et il peut gagner beaucoup d'illumination. Quand nous mettons notre cœur dans ce qu'on fait, nous sommes déjà des moines, nous sommes déjà des êtres qui vivent profondément la vie. Oui, mon français n'est pas si bon, mais je crois que tu as compris. Ok, mes sœurs et frères, est-ce qu'il y a un moine si vous voulez ajouter quelque chose. Chère Taille, chère Charlotte, chère communauté, moi j'ai trouvé que la réponse de mon frère était très belle, mais le micro est venu dans mes mains. Donc, oui, pour moi, tout d'abord, je pense que la solitude ou la communauté, je pense que ça peut d'abord commencer par un cheminement intérieur et la façon dont nous-mêmes on se sent reliés. Parce que par exemple, c'est possible, par exemple, en méditation assise dans la nature, de se sentir profondément relié à la nature, aux arbres, à la respiration des arbres, aux éléments, aux humains, et de toucher un sentiment de communauté très profonde, même en étant seul, en méditant dans la nature. Et je pense que moi personnellement, et je pense beaucoup d'entre nous qui vivons dans une communauté, on a aussi besoin de ces moments de solitude où on peut vraiment se retrouver soi-même, nourrir notre île intérieure, se concentrer sur notre pratique. Et ce qui est très intéressant, c'est que on touche aussi ce sentiment de communion profonde dans la solitude la plus profonde. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, tout d'abord, je pense que c'est important de voir que tout est d'abord dans l'attitude intérieure, la solitude, la communauté, et que, comme on vous parle de l'inter-être, à l'intérieur de nous, déjà cultiver ce sentiment que même quand je suis seule, je suis encore reliée. Je suis fait du soleil qui vient sur ma peau, de ce que j'ai mangé ce matin, des échanges que j'ai eus avec mes frères et sœurs, et que, en fait, si on fait attention, on va voir que la qualité de notre solitude est très liée à la qualité de nos relations. Et par exemple, dans mon cas, je me rends compte, si je viens de passer un moment très joyeux, très nourrissant avec mes frères et sœurs, et qu'ensuite je vais m'asseoir dans la solitude, dans la nature, je vais beaucoup plus facilement pouvoir toucher la concentration, la joie, parce qu'il y a encore cet amour qui est dans mon cœur. Mais si je m'isole après un moment difficile avec les personnes avec lesquelles je suis, même si je suis seule dans un endroit très beau, mon esprit va très facilement être dispersé et pas en concentration, ça va être beaucoup plus difficile. Donc en fait, en tant qu'être humain, du fait de notre constitution, de notre facilité à entrer en lien, je pense que pour nous, la solitude et la communauté, ce sont des choses qui sont très profondément reliées à l'intérieur de nous. Et c'est à nous-mêmes de trouver cet équilibre entre la solitude et les relations. Ensuite, en tant qu'enfant de taille,
je pense que c'est aussi important de dire que Thaï a eu la vision profonde selon laquelle le Bouddha du XXIe siècle, ça sera une communauté et pas un individu. Et Thaï a mis toute son énergie pour construire des communautés de pratique, que ça soit monastique ou laïque. Et comme on en parlait un peu hier dans notre partage, quand on voit aussi, parce qu'en tant qu'être humain, on est aussi des êtres qui sont nés à une certaine époque, dans une certaine société. Et là, quand on voit l'état de notre société, de notre monde aujourd'hui, les guerres, le réchauffement climatique, les migrations, la discrimination, la violence, l'incapacité de se comprendre entre peuples, on voit que oui, vraiment, si on veut que l'humanité survive, parce qu'on n'est pas sûr si l'humanité va survivre ou pas, et ça devient très clair, ce dont on a besoin, c'est vraiment la capacité à bâtir des communautés, par-delà les cultures, par-delà les affinités, par-delà les différences. Et c'est pour ça que pour moi, si je me place maintenant au XXIe siècle dans notre monde, je dirais que la plus belle expression de la pleine conscience, c'est de bâtir des communautés humaines, parce que c'est ce dont notre humanité, notre monde a besoin. Mais en même temps, on a chacun notre chemin. Et si pour nous, vivre en communauté, c'est pas possible, on peut aussi se concentrer sur l'énergie qu'on va cultiver à l'intérieur de nous, sentir ce sentiment de lien profond avec la nature, avec les humains, et envoyer cette énergie d'amour et de paix au monde. Parce qu'avec la vision profonde de notre être, on sait aussi que notre énergie va aller très loin dans le monde. Voilà. Et je pense que pour notre chemin personnel, la boussole qu'on peut utiliser, c'est vraiment comment moi je me sens dans ma solitude. Et si dans notre solitude on se sent bien, on se sent épanoui, on sent que ça nous aide à aller vers les autres, peut-être que c'est bien. Mais si on sent que notre solitude, il y a beaucoup d'agitation, bien sûr, on veut avoir de la compassion avec nous-mêmes, mais voilà, il y a solitude et solitude, communauté et communauté. Donc c'est à nous de voir ce qui est juste pour nous et aussi ce qui peut aider ceux qui nous entourent et le monde. Merci. Ça va aller? Merci. C'est bon? Je m'appelle Malik, je viens au village depuis très longtemps. Enfin, je trouve que c'est très longtemps. Et c'est une question comme la vie. J'ai eu la chance de rencontrer Thaï. Et la question que je me posais, qu'est-ce que c'est qu'un bon pratiquant?
Parce que moi, je ne me sens pas bonne pratiquante du tout. Et j'ai 83 ans moi aussi. Et je me dis qu'il ne me reste plus grand temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie qui ne me convient pas vraiment? Est-ce que je parle suffisamment? Donc, vous n'avez pas la réponse, bien sûr. J'ai entendu quand même quelques enseignements. Je sais que la réponse, elle est là. Je sais que la réponse, elle est là. Mais c'est très compliqué pour moi. Parce que je me rends compte que mes forces déclinent. C'est très difficile à accepter. Je croyais que ce printemps était là, mais elle est partie. Elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe des enfants. Parce que l'année dernière, j'étais avec elle à la retraite francophone. Et je faisais partie de la famille Tortue déterminée. J'ai trouvé vraiment que c'était un clin d'œil de la vie incroyable. Et j'ai emmené d'ailleurs la petite affichette. L'autre jour, ma fille me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai dit, écoute, ne me jette pas ça, s'il te plaît. Je ne vais pas expliquer, je crois qu'elle n'aurait pas compris. Peu importe. Je me suis dépêchée de venir parce que pour avoir le courage. Autrement, je ne sais pas si j'aurais eu. Ou alors, j'aurais embarqué dans ma tête. Et je suis très heureuse de me retrouver parmi les fleurs. Bon, ceci étant, je ne sais pas si ma question est, j'allais dire, répondable. Ça ne doit pas exister, ce mot-là. Mais je le fais. Donc ça paraît peut-être bizarre, mon intervention, mais qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? J'ai beaucoup de gratitude envers vous et beaucoup de confiance. Parce que là, je me mets à poil un peu. Hein. Donc, c'est pas facile. Traduction de je me mets à poil en cours. Tout nu. J'ai toujours été habituée à travailler avec des gens. C'est pas un tabou. Mais ceci étant, soyons sérieux quand même. J'ai ma soeur qui est là, ça m'aide beaucoup. Je suis catholique. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas bouddhiste non plus. Donc je me sers de tout ça, mais je ne m'engage peut-être pas assez. Je ne suis pas satisfaite de ma pratique. Et je n'ai pas l'estime suffisante pour être heureuse. Mais je vois frère Concentration qui est là, qui était dans ma famille hier, ça m'encourage. Merci. Oui, seulement une petite chose après cela, je crois que les autres frères. Mais je crois que tu es une pratiquante parfaite. Tu sais, parfois on a une image, c'est quoi une bonne pratiquante, et on on dit comme ça. On se bat beaucoup pour devenir cette image. Et on se perd complètement et on pense que non, je ne peux pas devenir cette pratiquante parfaite qui je voudrais être. Mais si on change un peu, que nous sommes déjà parfaits de manière que nous sommes,
ça peut donner beaucoup d'espace. Quand j'ai commencé ma carrière monastique, oui, tous les matins, mais c'était comme ça, hein. J'ai m'endormi pendant la méditation assise. Ça s'est passé comme aspirant, je n'étais pas moine. Et tous les matins, j'ai m'endormi pendant et la cloche m'a réveillé. Et j'ai fait comme c'était une position plus concentrée. Mais tu sais, comment puis-je soutenir ce être que Tianchi, au frère détermination, est? J'ai dû accepter cette qualité ou spécification, cette qualité. Et je peux penser, ok, je ne suis pas bon pratiquant, ce n'était pas le bon choix pour moi. Je dois pratiquer plus fort, je dois être comme les autres qui sont super comme ça, peut-être dans leur usième jhana, dhyana, yeah. Dhyana, ça veut dire état de concentration plus élevé, hein, presque dans la terre pure. Et moi, endormi. Et j'avais une pensée très... j'ai dit moi, mais si je ne peux pas pratiquer méditation assise, je vais pratiquer marche méditative. Je ne peux pas m'endormir pendant la marche méditative. Mais ça m'a beaucoup aidé, parce que on ne parle pas de se identifier ou attacher aux personnes. Je peux être aussi cette personne. Et en fait, l'énergie que je peux cultiver, d'embrasser la personne qui je suis. Et maintenant, je suis avec ce corps, avec cet esprit. Et en fait, je cultive des énergies d'embrasser cette personne qu'elle est. Je me sens parfois comme c'est dans la pratique sucrée, comme la piscine où Tianchi nage. Tu comprends? Je me sens comme l'eau qui est autour de moi. Je essaie de n'être pas très... de ne m'identifier pas plus fort avec ce corps et cet esprit, mais avec l'énergie qui est aussi autour. J'essaie de transcender un peu mes concepts de quoi je suis. Quand même, je voulais seulement dire que parfois on a des conceptions fortes. C'est quoi un bon pratiquant, c'est quoi un bon vie. Et cette chose nous donne beaucoup de souffrance. Et si on peut se libérer de ça, si on peut dire la vie que j'ai maintenant, c'est sacré, c'est super, et je vais le vivre avec tout mon cœur et tout mon être. Et je suis la pratiquante que je suis maintenant. Je embrasse cette pratiquante, je embrasse ma vie et ma personnalité avec tout mon cœur et nous allons marcher ensemble dans cette vie. Ça nous donne beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'opportunités. Parce que tout est déjà parfait, seulement l'idée des idées fait ce moment moi la baisse. Mais c'est seulement mon humble réponse. Je vais donner le microphone.
Y a-t-il quelque chose de plus à dire? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Merci. Alors, détermination. Je comprends maintenant pourquoi on t'a donné détermination comme nom. Alors, qui est terminé, qui répond à ça. Donc, je regarde le temps et si, Mike, ça te va comme réponse, peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir l'espace pour d'autres questions. Oui. Merci, Mike. Colette. Tu peux y aller, Colette. Colette, tu peux y aller. Je m'appelle Marie-Colette. Quand je vois autour de moi toutes les agitations, les émotions qui bouleversent, qui perturbent les uns et les autres, je reviens à moi, puis je me dis, mais moi je suis figée. Et puis hier, je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être pas figée, je suis peut-être que stable. Et la différence est là. Et la question que je me pose, comment je peux percevoir cette perception entre figé et stable. Chère Marie-Colette, chère Sangha, chers frères et sœurs, oui, je suis la plus petite ici, alors j'écoute mes frères et sœurs quand ils me donnent le micro. Merci pour ta question. Ça montre que tu as vraiment pu revenir à toi et observer ce qui se passait en toi et autour de toi, et aussi que tu as vraiment eu une question qui est née, mais pas qui est née de l'esprit, mais vraiment d'une connexion avec ton état d'être et l'état d'être des personnes qui t'entourent. Donc c'est ce type de questions qui nous aide à avancer dans la pratique. Donc félicitations. Alors en fait, entre être figé et la stabilité, pour moi c'est un peu comme quand on parlait de la solitude et de la communauté. Ce qui va m'aider à faire la différence, c'est toujours de revenir en moi-même et d'observer comment je me sens. Parce que par exemple, je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai aussi appris que quand on est un petit enfant sensible, ça peut amener à deux directions. D'un côté, ça peut nous aider à développer la compassion et vraiment être en lien avec les autres. Mais d'un autre côté, ça peut aussi nous amener à un endroit où notre sensibilité nous déborde. Et j'ai oublié le nom de cette posture, mais c'est comme on est débordé et on devient figé. Et je pense qu'il y a toujours, quand on est face à des émotions fortes autour de nous, il y a toujours, c'est ça, ce balancement entre d'un côté
il y a ce petit enfant ou cette part vulnérable de nous-mêmes qui a besoin de se protéger. Et ça, je pense que cette partie, c'est pas quelque chose de négatif, où on peut pas toujours dire que si, il y a des fois, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de souffrance, et il y a beaucoup de besoin d'aider, mais à ce moment-là, j'ai pas la capacité et je me sens figée, je reviens en moi. Ça veut pas dire qu'on est méchant ou qu'on est mauvais ou qu'on pratique mal. C'est juste qu'en nous, il y a encore un ou une enfant intérieure qui peut-être, dans son enfance, a été très sensible, a été exposée à beaucoup d'émotions trop fortes pour elle. Et que là, en ce moment, bien sûr, il y a la situation extérieure qui appelle de l'aide, mais dans mon cœur, il y a aussi une petite enfant qui appelle de l'aide, et en me figeant comme ça, c'est elle qui m'appelle à revenir à elle-même, à l'écouter. Donc, je partage ça pour ne pas aller dans un dualisme de « oh, quand on se fige, c'est pas bien, mais quand on est stable, c'est bien ». C'est juste qu'on a chacun un cheminement, un mûrissement, on a eu une enfance, des ancêtres, des expériences, et ce qui va nous aider à véritablement grandir et mûrir sur le chemin, c'est de développer une relation authentique et une relation d'écoute avec ces parts qui sont là à l'intérieur de nous. Donc, si ça nous arrive, pour moi, être figé dans une situation concrètement, ça veut dire, je ne vais pas, par exemple, si quelqu'un pleure ou crie ou quelque chose comme ça, je ne vais pas être emportée par l'émotion, mais je ne vais pas non plus avoir un élan d'amour ou de besoin d'aider, mais je vais être figée comme si à l'intérieur de moi, ça va aussi être très tendu, et il y aura un petit parfum d'indifférence, et aussi un parfum de peur et d'anxiété, quelque chose d'assez fermé et d'assez étroit. Mais tout ça, c'est vraiment en ressentant, en me mettant là, je suis pas dans l'émotion des autres. Est-ce que c'est mon enfant intérieur qui a peur, qui ne sait pas encore comment réagir à ça et qui me fige un peu? Et ça, en respirant, en se reliant à mon cœur, à mon corps, à ce qui se passe en moi, je vais pouvoir faire la différence. Et si je vois là, dans cette situation, je suis figée, il y a un enfant qui a peur en moi, je sais que la meilleure chose à faire, ça va être de me retirer et de trouver un espace, un lieu où je vais pouvoir prendre soin de cet enfant, l'écouter, voir ce qu'il me dit, voir quel est son besoin. Et dans l'autre cas, quand je suis stable, alors qu'autour de moi c'est le chaos, le sentiment intérieur est très différent. C'est pas quelque chose de rigide, de fermé, d'un peu instable, quelque chose qui n'arrive pas à entrer en lien avec les autres, mais au contraire, il y a un sentiment profond de lien, de compréhension, d'amour, et c'est une stabilité qui embrasse, avec vraiment le sentiment de quelque chose qui circule entre moi et les autres. Mais là, dans ce moment-là, ma pleine conscience, ma compréhension, mon amour me font ressentir que là, la meilleure chose que je peux faire pour les autres, c'est de générer cette stabilité. Et souvent, je peux observer que mes frères et sœurs aînés, dans une situation délicate, commencent par être dans cette attitude de stabilité, mais quand je les observe, je vois c'est stable, mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de liens. Et souvent, je vois qu'après cette phase, ces moments de stabilité, il va y avoir une action qui naturellement découle de cette stabilité. Et une action d'aide, une action d'amour qui va être juste et qui va être appropriée. Et qui n'est pas toujours une action qui va se tourner vers les autres. Il y a aussi eu des situations où j'ai vu mes frères ou mes sœurs aînés, où je pouvais sentir qu'ils étaient très stables, très conscients de la situation. Et après avoir senti tout ça, au lieu d'aller vers les autres, ils se sont retirés. Parce qu'ils sentaient que c'était la meilleure chose pour la situation globale. Mais après un moment de silence, de retrait,
ils ont eu des paroles ou des actions ou quelque chose qui a aidé toute la situation à se transformer. Et pour finir, je vais juste parler d'un exemple qui m'a vraiment ébranlée. C'était Thaï. Vous savez, un jour, alors il avait un monastère avec des centaines de jeunes frères et sœurs au Vietnam. Et un jour, ce monastère a été, parce qu'il y avait beaucoup de tensions politiques, et les communistes avaient peur que les jeunes disciples monastiques de Thaï allaient créer une force qui pouvait prendre le pouvoir au Vietnam et s'opposer aux communistes. Donc à un moment, ce monastère avec des centaines de moines et de moniales a été attaqué et tous les moines et les moniales ont dû partir et le monastère a dû fermer et tous ces moines et ces moniales étaient sans lieu, sans rien. Et un jour, et bien sûr, tous les frères et sœurs et tout le monde était vraiment ébranlé par cette situation. Et une sœur m'a raconté qu'à ce moment-là, elle était attendante de Thaï et elle était avec Thaï, elle le berçait dans son hamac. Et voilà, et tout le monde était très agité, etc. Et Thaï avait l'air très calme, très stable. Et il s'est retourné vers elle et il lui a dit « Mais tu sais, tout le monde pense que ce qui se passe là-bas, c'est une tragédie. Mais peut-être que c'est quelque chose de très bien. » Et c'était vraiment, on peut dire, comment on peut dire ça? Des centaines de personnes il y a de la violence, et comment ils pouvaient dire ça? Mais ça venait d'une vision extrêmement profonde et d'un amour très profond. Et finalement, on voit que tous les centres qu'on a dans le monde, c'est grâce à cet événement violent. Parce que tous ces frères et sœurs n'avaient plus de monastère au Vietnam, ils sont allés vivre en France, aux États-Unis, en Thaïlande, à Hong Kong. Et donc des fois, il y a une stabilité qui vient d'une vision extrêmement vaste que nous-mêmes, on ne peut même pas s'imaginer. Et du coup, avec cette vision vaste, on reste calme, on reste stable, parce qu'on voit ce qui pourrait se passer très loin. On n'est pas affecté par les émotions de l'enfant blessé. On a réussi à les embrasser. Voilà, juste un petit peu comme ça. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude. On arrive déjà vers la fin de notre question-réponse. Vas-y, assieds-toi. Ce sera peut-être la dernière question, ou peut-être qu'il y en aura une dernière après ça. Je voulais vous poser une question sur un commentaire de Thaï sur la parole aimante et la juste et aimante, et sur cette idée que, très concrète, quand on avait une énergie d'habitude à trop parler, il fallait apprendre à moins parler. Et voilà. J'ai décidé cette fois-ci de laisser la parole à mes jeunes frères et sœurs qui en ont moins l'habitude. C'est tout à fait sincère, hein? Bon, moi, j'ai commencé par faire un sondage. Sur les 4 panélistes, qui parle souvent et beaucoup? C'est équilibré. Ah, on en a là-bas. Ok,
je vais commencer dans ces cas-là, c'est pas grave. Alors c'est intéressant parce que déjà je commence avec une perception qui n'est pas forcément vraie. C'est celle que j'ai pas l'impression que je parle beaucoup. Mais en fait, je ne suis pas la bonne personne pour savoir. Donc déjà, il faudrait demander à mes frères et sœurs. Et c'est eux qui pourront vraiment me dire si je parle beaucoup. et même si je ne parle pas beaucoup, est-ce que je parle pour avoir vraiment quelque chose à dire? Il se passe beaucoup de choses avec la parole. Parfois, on prend la parole, enfin, je l'ai remarqué pour moi, dans ma famille, par exemple, où j'ai grandi. Parfois, moi ou ma sœur, on prenait la parole, mais c'était plus pour exister, en fait. C'était une façon de dire « Hey, je suis là, j'existe. » Donc finalement, ce que je disais, c'était pas très important. mais en fait, pour revenir à cet enfant intérieur, il y avait cet enfant intérieur qui avait besoin, en fait, d'être là. Et j'ai vu que j'ai gardé cette habitude. Et donc chaque année, en tant que monastique, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un éclairage. Et donc c'est exactement ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'on va se présenter devant notre communauté, de sœurs ou de frères, et on leur demande en fait de nous dire ce qu'ils ont vu dans notre pratique. D'abord, ce qu'ils ont vu qui est beau. Encore une fois, on commence toujours avec des belles qualités. Et normalement, on devrait avoir beaucoup plus de fleurs que de choses à transformer. Et on a même des contemplations avant l'éclairage. Et une des contemplations, c'est si j'ai encore de la colère envers cette personne, vaut mieux peut-être pas que j'éclaire. Parce que ma vision ne va pas être très juste, justement. Et donc pour ceux qui sont une vision plus juste, donc qui vont prendre la parole, donc ils vont commencer par partager tout ce qu'ils voient comme qualité, par exemple, pour moi, mais aussi peut-être des petites choses encore à transformer. Donc heureusement, il y a encore des choses à transformer. En tout cas, c'est mon cas. Hein. Après, c'est la 17e année en tant que monastique, je crois. Donc c'est bien, je garde les lettres chaque année, comme ça je peux voir un peu l'évolution. Et je me rappelle, à un moment donné, il y avait comment dire, ce compost, on aime bien dire compost, qui m'avait été adressé en me disant que des moments, j'avais tendance à couper la parole, à vouloir à être un peu pris dans la conversation, dans le flow, dans la joie aussi, hein, souvent de la conversation, et à ce moment-là, de couper la parole. Alors j'ai observé, je me suis dit, bon, je me rappelle que la première fois que c'était venu, j'avais observé, puis je me dis, ah oui, mais alors le frère qui a dit ça, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il parle? Donc parfois, je me suis dit, bon, parfois, c'est peut-être pas si mal finalement, du coup j'ai pas trop le choix et je suis obligé de couper la parole pour arriver à l'arrêter. Mais en même temps, cette remarque est revenue et là je me suis dit, ah, là c'est pas le même. Donc je dois avoir une part de responsabilité quand même. Et donc j'avais, comme une de nos amies partageait hier, j'avais partiellement raison. Et donc il y avait quand même quelque chose à regarder. Et effectivement, ce que j'ai observé, et qui était vrai aussi avec ce frère qui parlait beaucoup, c'est que j'avais en fait cet enfant, encore cette habitude de l'enfant en fait, qui une fois pris dans la conversation, dans le flow et l'énergie et la joie de la conversation, va parfois avoir tendance tout simplement à couper la parole, parce que j'ai été élevé dans un environnement où est-ce qu'on se parlait les uns sur les autres, tout simplement. Et qu'il y avait beaucoup de joie là-dedans.
C'est assez étonnant, mais c'est assez chaotique aussi. J'ai des souvenirs de repas de famille du côté de mon père, où est-ce que c'est d'un volume sonore, c'est impressionnant. Mais en même temps, il y a beaucoup de joie. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui arrivent à filtrer là, à travers. Mais finalement, on se rend compte que l'important, finalement, c'est pas ce qu'on dit. C'est simplement tous de parler, les uns sur les autres. J'ai passé de très bons moments comme ça avec mon cousin, juste à rigoler, en observant nos parents en train de parler tous ensemble. Mais en fait, il y avait beaucoup de joie. Et donc, je vois que c'est ça, en fait, qui remonte parfois, et mais ça marche. Avec d'autres personnes, ça ne marche pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément eu ce contexte culturel de... C'est ok, en fait, de parler les uns sur les autres. Et c'est joyeux. Donc voilà, personnellement, voilà, c'était là où est-ce que... Il a fallu que j'observe ça, et que je vois que... il faut quand même que j'essaye de m'adapter, en fait, à mon auditoire et à la personne qui est devant moi. Et donc, si je peux ne pas couper la parole, c'est quand même pas mal. Et que si je vois que mes frères et sœurs ont grandi dans ce genre de culture, où est-ce qu'ils se parlent les uns sur les autres, bon, bah, je peux m'y mettre aussi, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est une petite contribution, je ne sais pas si ça peut aider. Moi, je suis désolée, je vais juste faire une petite blague, c'est mon enfant intérieur. Mais vous savez, les Français, pour beaucoup, on vit dans cette culture de se couper la parole. Et vous savez, on a notre frère bulgare bien aimé parmi nous. Et quelquefois, entre monastiques, on fait comme notre frère a dit, voilà, on mange, on se coupe la parole, on se fait des blagues. Et tout d'un coup, notre frère bulgare dit, mes chers amis, je suis désolé. Quand tout le monde parle comme ça les uns sur les autres, je n'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler une personne après l'autre? Donc, immersion dans la culture française. Je ne sais pas, mon cher frère, as-tu quelque chose à dire? Mais ok, je peux dire quelque chose différent. Merci, sœur. J'ai pensé à toi pendant les réponses. Quelque chose veut se manifester quand tu parles. Hein? Il est parti de toi qui veut s'exprimer quand tu commences à parler. Et on a besoin, le méditateur, oui, pour être calme quand cette partie s'exprime. Mais c'est un sentiment dans le corps. Hein? Quand je parle, pourquoi je parle, quelle est mon intention, qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps, est-ce qu'il y a tension dans les muscles, dans ma tête, qu'est-ce qu'il se passe. Mais le méditateur ne change pas la situation, seulement observer très doucement, aussi avec un petit sourire. On peut être en colère, mais le méditateur est là et observe le sentiment plus profond, seulement le sentiment, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, avec mon cœur, pourquoi je parle comme ça. Pas toujours facile, hein? Et tu sais, une réalisation que j'ai pour faire la transformation, le premier pas est très absurde pour moi, mais on doit s'arrêter et accepter les réalités pour changer la réalité. Ça veut dire que je dois me complètement accepter avec amour comme je suis maintenant, pour me changer. Oui. Et comme je m'accepte, quand j'accepte mon peur, mon colère, avec beaucoup d'amour, avec comme une partie de moi, quand j'ai le petit sourire,
d'acceptance, je peux trouver la direction de me changer. Mais on va aller ensemble avec la colère, la peur. On va ensemble comme des amis. On ne va pas battre, on va aller ensemble. On va seulement changer la relation